soirs et les lendemains ont déchanté. Tout ce qu'on a voulu croire ne s'est jamais réalisé. On a perdu espoir, zombies sur les boulevards. On voulait changer l'histoire, c'est l'histoire qui nous a changé. Mais j'ai gardé l'étendard qu'on agitait sur le pavé. Au fond j'y crois encore, viens je t'emmène à bon port. Rue de la joie on vivra, entre frères, entre potes. Rue de la joie on laissera, grande ouverte nos portes. Rue de la joie on rira, comme des rois désinvoltes, tu t'y plairas. Viens avec moi, rue de la joie. Il y a les routes de la soie, celles qu'on n'a jamais sillonnées. Il y a les rues de la soif, au gré desquelles on s'est saoulé. Mais je connais mieux comme endroit, si tu m'aimes ramène-toi. Rue de la joie on vivra, mélangé polyglotte. Rue de la joie on laissera, grande ouverte nos portes. Rue de la joie on rira, comme des rois désinvoltes, tu t'y plairas. Viens avec moi, rue de la joie. À 18 balais on espère changer le monde. À 40 on essaie de faire au mieux à la ronde. En bas de chez soi, tout commence là. Rue de la joie on vivra, mélangé polyglotte. Rue de la joie il n'y aura pas besoin d'un bureau de vote. Rue de la joie on ira, déloger nos despotes, tu t'y plairas. Viens avec moi, rue de la joie on ira, comme des rois désinvoltes. Rue de la joie on laissera, grande ouverte nos portes. Rue de la joie on vivra, entre frères, entre potes, tu t'y plairas. Viens avec moi, rue de la joie. J'étais étranger. Une production de la plateforme protestante des radios, en direct du Parlement européen à Bruxelles. Oui, merci d'être avec nous pour vraiment une journée passionnante que nous vivons depuis le Parlement européen à Bruxelles. Une retransmission en direct sur 12 radios associées pour ce joli projet. Et le temps d'une chanson, nous avons changé de plateau et nous accueillons Philippe Schwab qui va nous faire vivre ce plateau. Vous êtes animateur chez Radio Arc-en-Ciel à Strasbourg. Merci d'être avec nous à Bruxelles. Et une thématique aujourd'hui que vous allez développer, identité et migration, bien sûr, avec vos invités. Tout à fait. Alors, relier identité et migration, pour certains, associer ces deux termes, c'est tout à fait normal, il fallait le faire. Peut-être que pour d'autres, cette question est soit déjà dépassée ou carrément peut-être négativement connotée. Mais bon, qu'on le veuille ou non, là, cette question, pour moi, elle est posée sur la table. Illustration, en vrac, indirect ou direct. En France, c'est un sujet récurrent dans toutes les élections. Emmanuel Macron, encore récemment, a relancé l'idée de la nécessité d'un débat sur l'immigration. Et puis, il y a une concertation en cours, toujours en France, pour négocier des quotas d'immigration professionnelle. Et en Europe, dans le cadre d'un nouvel exécutif, dont la prise de fonction, je crois, a été décalée, mais qui a eu lieu le 1er décembre, Monsieur Lambert, vous me corrigez, super, voilà. Et puis notamment avec le commissariat de la migration qui a changé de nom et ça a fait d'ailleurs une petite polémique puisqu'on est passé de la protection du mode de vie européen à la promotion du mode de vie européen. Avec nous pour en parler donc aujourd'hui dans l'ordre alphabétique, donc à ma droite. Jean-Arnold de Clermont. Jean-Arnold de Clermont, donc pasteur de l'Église protestante unie de France, ancien président de la Fédération protestante de France et conférence des églises européennes. Vous êtes président et observateur référent de l'observatoire Pharos, si j'ai bien tout compris, qui est une entité de veille et de ressources sur le pluralisme culturel et religieux
alimenté par un réseau international d'observateurs et dont vous avez notamment la République centrafricaine et le Nigeria. À ma gauche, Sitou Gaïbor. Sitou Gaïbor, merci. Donc d'origine togolaise, Sitou est avec nous depuis, en France, je veux dire, depuis 1983. Il est dirigeant d'entreprise de services informatiques dans les Hauts-de-France et avec un engagement sociétal particulier, puisqu'il est particulièrement investi au sein du MEDEF, du Centre des jeunes dirigeants, sur les thèmes de la diversité. Voilà pour son engagement sociétal. Et Philippe Lambert. Philippe Lambert, voilà, qui nous a rejoint, donc qui est homme politique belge, donc qui joue à domicile, lui. Membre du parti Écolo, c'est le nom, hein, c'est pas un diminutif, je me suis renseigné. Qui est député européen depuis 2009 et actuellement coprésident du groupe des Verts et Alliance Libre Européenne. Et alors, spéciale dédicace, puisque vous faites partie, monsieur le député, des personnes qui ont contesté l'appellation, je crois, justement, protection du mode de vie européen. Voilà. Alors, première partie, quelles sont les peurs et les réactions de défense que peuvent occasionner les migrations au niveau du citoyen européen, j'allais dire lambda. À moins de considérer que le citoyen lambda européen est raciste ou complotiste, est-ce qu'on peut entendre ou au moins comprendre quelques réactions peut-être de rétractation, de crispation suite aux migrations? Messieurs, vous en pensez quoi? Est-ce que dans vos parcours, vous constatez ces réactions et peurs de défense? Si l'un d'entre vous est inspiré, vous me faites un geste et ça sera très bien comme ça. C'est parti. À ma gauche, à ma droite, Philippe Lambert. Alors, je vais partir d'un exemple très concret. Murtada, qui nous vient du Darfour, qui a été accueilli en France, vient donc d'une région où il était éleveur de moutons. Il se retrouve dans le sud de la Bourgogne. Est-ce que ces deux mondes sont les mêmes? Non. Okay. Est-ce que les traditions, les habitudes sociales sont les mêmes là-bas qu'ici? Non. Bien sûr que non. Vous me parachuteriez au Darfour, ce serait pour moi un monde très différent du mien. Donc, existe-t-il au niveau individuel et au niveau collectif des différences entre les sociétés? C'est évident. Ce qui est inquiétant, c'est quand on veut réduire les individus à des identités abstraites. Autrement dit, nous avons bien sûr entre nous tous ici autour de cette table des différences, nous avons des points communs, et c'est le cas de tous les humains. Tous les humains ont des choses en commun et tous les humains ont des différences entre eux. Et donc la question c'est, est-ce qu'on veut réduire la société à une opposition entre un eux et un nous? C'est ça qui est toxique en réalité. Est-ce que nous sommes capables de vivre ensemble en étant différents? D'accord. Ça, je pense que la réponse est oui, mais ça se construit. C'est pas un truc, on ne peut pas nier que vivre ensemble dans la différence présente des défis, que ce n'est pas quelque chose qui se passe de manière automatique, facile. Je veux dire, ça commence dans la famille, ça continue dans la ville, au niveau des sociétés. Je veux dire, la France n'est pas une société uniforme et vivant paisiblement avec elle-même. Alors du coup, est-ce qu'on peut entendre des phrases du type « je me sens plus chez moi »,« ils ne sont pas comme nous » par exemple, qui serait le symbole de cette différenciation? Alors peut-être réaction à ma gauche, Sitou Gaïbor, et ensuite Jean-Arnold de Clermont. Comme vous l'avez dit, la vraie question, c'est de vivre dans la diversité, de vivre, parce que dans tous les cas de figure, on est différents l'un de l'autre. D'accord. Vous l'avez dit très très bien, dans une famille même, on a des personnalités différentes. Ceci dit, je dis à un moment donné que j'ai peur de mon frère, ça veut dire que peut-être je ne le comprends pas assez. Bon, je pense que c'est quand même un sujet assez important. Il est vrai aussi que quand l'individu qui dit qu'il a peur de l'autre, qui dit « je ne me sens plus vraiment chez moi », comme vous l'avez dit, chez moi, dans quel sens? Dans le sens que, quelque part, je suis bien chez moi, mais quand l'individu, l'étranger, il vient perturber mon habitude. Alors, ce qui est intéressant, et puis je pense qu'on en parlera un peu plus en détail, tout à fait, mais c'est quand même de savoir que cette notion de peur, on en parle en France, là on est en Europe, mais c'est la même chose aussi qui peut se présenter dans un pays africain. J'aime bien aussi qu'on puisse aussi penser au-delà, parce que l'étranger n'est pas forcément le noir vers le blanc, mais aussi peut-être blanc vers le noir. Une intervention de Jean-Arnold de Clermont, puis ensuite un premier micro-trottoir pour nous éclairer. Pour qu'il y ait une rencontre authentique, il ne faut pas que l'un ou l'autre se sente inférieur ou supérieur. Voilà, tout à fait. Et c'est toute la problématique actuelle. Vous avez utilisé le mot des peurs, et effectivement, nous nous trouvons dans une société française où toute une partie de la population est en infériorité culturelle, se sent en déstabilisation culturelle. C'est les migrants qui ont peur, là.
Et non, c'est les Français qui ont peur des migrants. Bon, vous parlez de minorité culturelle? D'infériorité culturelle. Infériorité. Ah pardon. Infériorité culturelle. Minorité, je ne sais même pas ce que ça veut dire minorité. Non, d'infériorité culturelle, d'insécurité culturelle. Voilà. Okay. On n'est pas sûr de ce que l'on est. On se sent... Bon. Et du coup, la rencontre avec l'autre est toujours inquiétante. Est-ce qu'il ne va pas prendre ma place? Est-ce qu'il ne va pas me dominer? Regardez le dialogue sur l'islam en France. Il reste extrêmement minoritaire. Et on vous parle de grand remplacement. Et on en parle de grand remplacement. Oui. Et on nous parle d'une identité catholique de la France, enfin chrétienne, on va dire, chrétienne de la France. Et malgré ça, on a peur de l'autre. Justement, les migrants nous font-ils peur? Un micro-trottoir donc réalisé par Radio Arc-en-Ciel, Radio Iris à Strasbourg, dans la capitale de l'Europe. C'est parti. Est-ce que les migrants vous font peur? Non. Pourquoi? Parce que je pense pas que ce sont les personnes qui font peur, mais le regard qu'on a envers eux et qu'on n'est pas du tout bien informé, qu'on comprend peut-être pas nécessairement pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière-là. Non. Enfin, ça dépend, ça peut dépendre de quel pays ils viennent, mais en général, non. Non, pas du tout. Parce que ce sont des humains. Non. Mais en tant qu'individu, je pense pas que je sois effrayé par l'idée de rencontrer un migrant, non, pas du tout. Moi, pas du tout, parce qu'à Strasbourg, on est rarement directement en contact avec des flux, comme dans le sud et à Calais, tout ça. Non, je vois pas pourquoi je devrais avoir peur. Non, il suffit de les connaître. Je pense que si on apprend à les connaître, on n'en a pas peur. La peur, c'est l'inconnu. Waouh. Ouais. Alors du coup, moi je me demande quand même si ces réactions ne sont pas un peu propres. Ça me fait penser au Magnolia de Claude François un petit peu. Là, vous ne trouvez pas que c'est un peu politiquement correct ces réactions, messieurs? Une réaction, monsieur Lambert, Philippe Lambert? Mais je voudrais poursuivre dans cette idée qu'une bonne partie de notre population se sent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est en situation d'infériorité, mais en tout cas comme laissé pour compte. Laissé pour compte, ça peut être socialement, économiquement, culturellement. On n'a plus l'impression d'appartenir. On a l'impression, en fait, de vivre dans une société dans laquelle vous ne comptez plus pour rien. Quand vous parlez avec des gilets jaunes, c'est ça qui ressortait, qui, moi, m'a le plus frappé, c'est, en fait, nous aussi, on existe. Nous aussi, on a le droit de vivre. Nous aussi, on est quelqu'un, chacune et chacun d'entre nous. Et donc, ça ne m'étonne pas que dans un monde, dans des sociétés, la société française est un exemple, mais les sociétés européennes ont vu une explosion des inégalités, une explosion du nombre de gens laissés pour compte. Alors c'est souvent le dualisme entre les métropoles mondialisées et les petites villes de province et les campagnes abandonnées. On voit que parfois, en Suisse, quand il y a eu le référendum sur la question de la migration, le vote était d'autant plus anti-migrant qu'il émanait de zones rurales où en fait la présence des migrants était extrêmement faible. D'accord. Et donc on voit que les peurs se nourrissent d'un sentiment de vraiment compter pour rien. Ok, mais alors du coup, là, j'ai l'impression que Philippe Lambert nous met sur la table des besoins fondamentaux de l'être humain qui, à tort ou à raison, se sentent menacés, le besoin de reconnaissance et le besoin d'appartenance. Vous partagez ma lecture? Il y a une tension entre le besoin d'appartenance et besoin de reconnaissance, notamment dans mes spécificités, quoi. Hein. Jean-Arnaud de Clermont. Moi, je veux souligner ce qu'a dit M. Lambert. C'est quand même étonnant, dans notre société française, cette tension entre, on va dire, la campagne et la ville. Oui, c'est en Suisse aussi apparemment. Où fleurissent les partis d'extrême droite en France, dans les campagnes, dans les lieux d'appauvrissement, dans les lieux de difficulté face à la mondialisation. Et cette peur de la globalisation est tout à fait typique de lieux précisément où il n'y a pas le brassage que nous avons dans nos villes. Alors c'est quoi? C'est fantasmé alors? Ce sont des peurs qui n'ont pas de lieu d'être? Non, attendez. Philippe Lambert, ici tout Gaillet-Voir parce qu'il est en déficit, je crois, de prise de parole. Merci pour votre c'est super. Non, c'est quand même intéressant de savoir que c'est l'individu. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on se comprenne. L'individu, l'être humain, voilà, l'être humain. Quand je dis l'être humain, c'est à la fois blanc, noir, rouge, si je peux mettre ainsi, d'accord? Oui. A toujours peur de tout ce qui n'est pas stable.
a toujours peur de l'autre, a peur dans le sens que il se sent entre guillemets envahi. Donc, ma présence ici sur le plateau, j'aimerais bien qu'on puisse arriver à bien comprendre que le problème d'immigration de peur de l'autre n'est pas particulier ni à l'Europe ni à la France. Oui. C'est aussi quelque chose. Je crois que l'Afrique aussi. Bien sûr, évidemment, d'un pays à l'autre. Je causais tout à l'heure avec monsieur, mais les problèmes entre la capitale, le village dans un pays africain, mais on se retrouve un peu dans la même chose. Okay. Bon, maintenant, ça ne va en aucun cas pour sous-estimer le problème quand même, hein, qui est à un ampleur un peu plus différent. Mais j'aimerais bien quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de préciser dans le sondage qu'on vient d'écouter, c'est quand même assez intéressant de voir, il y a aussi de la problématique économique. Dans l'absolu, on a tout ce qu'il faut, d'accord? On prend un territoire, tout le monde a ce qu'il faut, l'étranger vient, il a ce qu'il faut, personne n'aura peur. Ah, dans l'idéal. Okay. Dans l'idéal. D'accord. Et là, c'est intéressant aussi de voir l'approche aussi comme ça. À partir du moment où j'ai l'impression que le peu que j'ai, l'autre va venir le chercher, il y a cette peur qui s'installe aussi. C'est que ce n'est pas inintéressant de voir aussi ce côté des choses. Ok, Jean-Noël de Clermont, merci. J'aimerais juste faire une petite incise là, parce que c'est les choses que je ressentais confusément. et je suis tombé sur cette étude absolument remarquable du Secours catholique en 2018 sur la perception des catholiques par rapport aux migrants. Ça a l'air de vous inspirer en tout cas. Oui, parce que j'ai trouvé là-dedans ce que je ressentais. En gros, il y a 45% de la population française, catholique mais peu importe, qui se retrouvent dans deux catégories, les multiculturalistes et les libéraux. Et puis, il y a 35% ou 33% qui se retrouvent dans les nationalistes ou dans les nationalistes modérés. Et puis, il y a un 22% au milieu qui sont en pleine insécurité et qui sont absolument fondamentaux pour notre compréhension de la société française, parce que c'est eux qui peuvent faire basculer dans un sens ou dans l'autre. C'est eux qui sont, en quelque sorte, pas sûrs d'eux-mêmes. Ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas exclusivistes, mais à tout moment, ils peuvent cultiver leur peur, cultiver leur insécurité et dire finalement, les nationalistes, c'est quand même plus sécure pour l'avenir. Ils ont un regard, alors fantasmé, vous utilisez, sur le passé, comme si le passé était meilleur que l'avenir. Ils ont une espèce de, pour certains d'entre eux, de sécurité dans l'identité chrétienne, alors qu'elle n'est plus le fondement de nos sociétés. Mais alors du coup, le micro-trottoir qu'on a entendu, il n'est pas forcément très représentatif. Peut-être qu'il a été réalisé en ville. Ça, c'est la loi du genre. Un micro-trottoir n'est jamais représentatif. Ah, d'accord. Bon, voilà, déjà. Mais il y avait quand même, ça dépend de quel pays ils viennent. Nous, à Strasbourg, on n'est pas en contact avec des flux massifs. Donc, on sent bien quand même dans certaines réponses que ça peut éventuellement être un peu déstabilisant de perdre nos éco-forces. Voilà, j'ai apprécié aussi qu'il dit si je le connais l'autre, j'ai moins peur. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. Si je connais l'autre. Oui, il y en a une qui dit parce qu'on ne les connaît pas. Parce qu'on ne les connaît pas. Parce qu'on ne les connaît pas. Du coup, je vous ai écouté. Écoutez, dans le métro parisien, vous n'allez pas dire que vous avez peur de l'étranger. Il y a 50% des places qui sont prises par des étrangers. Et c'est normal, et on est habitué à ça. Si vous êtes à Brelou-la-Crèche, dans le fond du Poitou, dans le fond du Poitou, et qu'on vous parle dans le Poitou, et que vous faites un micro-trottoir là, alors là, vous allez voir ressortir des peurs. D'accord. Peut-être une dernière intervention flash avant qu'on lance la musique. Philippe sur la question de la défense du mode de vie européen, en fait, ce qui nous a profondément choqué quand la présidente de la Commission est venue avec ça, c'est que c'est pas seulement le concept de mode de vie européen, c'est quoi le mode de vie européen? Alors, ce sera l'objet de la partie 2, justement. Et deux, c'est l'association entre mode de vie européen et protection et la question migratoire. Je veux dire que nous voulions défendre des valeurs européennes qui sont inscrites dans les traités, absolument. Mais, de nouveau, ça touche toutes les politiques de l'Union. Pourquoi est-ce que... Enfin, le discours mode de vie européen, migration est la construction et le narratif de l'extrême droite. C'est de dire, en fait, nous devons nous défendre contre ces hordes de barbares qui veulent subvertir nos sociétés. Mais c'est ça l'idée. Il y a des valeurs européennes, mais le mode de vie européen, non, ça ne vous convient pas. C'est pour ça que vous faites partie de ceux qui le mode de vie européen étendu à toute la planète exigerait 4 planètes.
Est-ce que c'est de ça qu'on parle? On va préciser. Est-ce que c'est ça qu'on parle? On va préciser dans un instant qu'est-ce qu'on entend par mode de vie européen. Est-ce que du coup c'est Voilà. constitutif d'une identité? Et si oui, est-ce qu'il y a une rencontre du coup d'identité? La musique, c'est maintenant. Oui, effectivement, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct du Parlement européen de Bruxelles. On vit des moments extraordinaires. Et alors, je regardais dans ma liste de radios, il y a 12 radios qui participent à ce grand projet de retransmission en direct. Et je cherchais une radio dans le Poitou, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé, parce que il y a des choses à Nîmes, à Annecy, au Pays Basque, à Montpellier, etc. Non, à Strasbourg. Voilà, mais de France, là? Non, pas dans cette liste. En tout cas, vous pouvez également, bien sûr, nous suivre sur Facebook en retransmission live, justement, où vous pourrez voir ce magnifique studio du Parlement européen. Donc, Philippe Schwab et vos invités, on vous retrouve dans quelques instants, juste après cet instant musical. J'étais étranger, une production de la plateforme protestante des radios, en direct du Parlement européen à Bruxelles. Hammer on a skillet, up will come. Showman wanging on a ballyhoo chum. Watch our people from a greedy man. Swallow the fishes in the frying pan. Gator blood, I got gator blood. Chicken on a hot plate, gobbledygook. Coming up, honey, take a look. Mighty fine weather this time of year. Shake your tail feather, you chicken here. Blood, gator blood, I got gator blood. On a hot plate, it's gonna dance. Gonna lose these chickens, my first chance. Don't you know, I'm a fling flang man. Chicken show ain't worth a damn. En direct de Bruxelles, du Parlement européen à Bruxelles, vos radios de la plateforme protestante des radios sont avec vous pour vous proposer une série d'émissions sur la migration, puisque vous le savez peut-être, dans 7 petits jours aura lieu la journée mondiale des migrants. Voilà, donc les radios protestantes qui souhaitent aussi se saisir de ce sujet et le décrypter pour vous, Philippe Schwab. On parle ensemble de cette thématique d'identité et de migration. Et je rappelle que donc, nous sommes sur ce plateau avec à ma droite Jean-Arnold de Clermont, à ma gauche Sitou Gaybor et Philippe Lambert. Deuxième partie, rencontre d'identité. Quand deux identités se rencontrent, qu'est-ce qu'elles se disent? La partie 1 qu'on a développée ensemble impliquerait qu'on ait une espèce de chez-soi et peut-être de choses qu'on aurait peur de perdre. Y a-t-il une identité nationale européenne? Quelle différence entre valeurs européennes, mode de vie européen? Certains pensent que peut-être cette question d'identité ne se pose plus dans un monde globalisé où ça circule. Et si on a un semblant de valeur ou de mode de vie d'identité, quel est le socle minimal sur lequel le migrant devrait peut-être nous rejoindre, avoir? Je vais démarrer tout de suite avec Sitou Gaybor, qui est en France depuis 1983, et j'aimerais bien savoir si votre identité a été soluble et quel est votre regard actuel. Puis ensuite, messieurs, vous pouvez intervenir. Je pense que c'est une très bonne question. Moi, je suis venu, comme vous l'avez dit, sans vous répéter, je suis venu en 1983 en tant qu'étudiant. J'ai eu mon bac au Togo. Je suis arrivé donc à l'université à Valenciennes pour faire 2 ans de maths physique. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur et je travaille depuis installé donc à Lille. Dans le concret, j'étais déjà chrétien avant de venir. Et ça a un rapport Voilà, justement. Quel rapport? Ça veut dire que, c'est très intéressant, comme moi je suis venu en France en 1983, donc en tant que membre chrétien d'une famille protestante au Togo avant de venir, très rapidement, je me suis senti vraiment totalement en phase avec mes autres étudiants, les autres collègues. À part la couleur de ma peau, on partageait vraiment beaucoup de valeurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant de pouvoir comprendre pour savoir que dans le subconscient de l'individu, le migrant est forcément très différent de
de lui. Parce qu'il y a une grande partie qui est d'origine religieuse musulmane quand même en ce moment, non? Alors justement, là du coup, je ne sais pas si votre exemple, Stu Gabor, est représentatif, si? Justement, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir mon exemple, à savoir que tous les migrants, si on peut dire, ne sont pas musulmans. Ok. Mais dans le subconscient de beaucoup d'amis, ben, on a ça en tête. Donc, point de vigilance c'est très intéressant à savoir. Voilà. Lorsqu'on parle de migrants, on a tous en tête, voilà, c'est le musulman qui prend le bateau, je ne sais pas quoi. Voilà. En subconscient, on a ça. Moi, personnellement, pour revenir dans mon cas, quand moi je suis venu en France, d'abord, je suis venu en retard, mais rapidement, j'étais le premier de ma classe. Mais oui, okay. J'étais venu en retard au niveau de l'école. D'accord. Mais pourquoi je suis dans ces détails-là? C'est tout ça pour dire que très rapidement, je me suis donc senti tout à fait à l'aise au niveau de mon école. J'ai été même le deuxième au classement, d'accord? Au premier trimestre, j'étais déjà le deuxième de la promotion. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour se vanter, c'est pour vous dire clairement que à partir de là, j'ai été accepté tout de suite, vu comme tout le monde. Il n'y avait pas cette différence-là. On ne voit pas la différence quand tout se passe très bien. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui, du coup, parce que ça fait longtemps que vous êtes en France, Stu Gabor. Du coup, est-ce que... Et puis ensuite, on switch. Vous avez le sentiment qu'il y a quand même plus de différence et que du coup, votre cas est un peu idéal? Mon cas est idéal, n'est pas idéal. Il y a beaucoup de situs, mais seulement on ne les voit pas. D'accord. Il y a beaucoup de cas comme ça, comme moi, mais on ne les voit pas. On se focalise un peu sur tout ce qui est négatif. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Donc, mais ceci dit, pour aller plus loin quand même dans cette notion d'identité, dans la grande famille chrétienne, puisque dans la grande famille chrétienne, on en parlera d'ailleurs peut-être troisième partie, d'accord, on se sent tous ensemble, frères et sœurs. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais vécu cette différence en tant que chrétien dans tous les amis que j'ai. Je n'ai pas vécu cette différence-là. Donc ma culture n'a pas été diluée, ma culture est tout à fait normale par rapport à ce que j'ai toujours vécu. Ça fait du bien à entendre. C'est très bien, voilà. Et c'est intéressant de voir aussi que cette différence aussi existe. Jean-Donald de Clermont, et donc on est vraiment sur le thème là, de l'identité. Est-ce qu'il y aurait des éléments d'identité, du coup, sur lesquels on devrait se rejoindre, un mode de vie européen ou des valeurs européennes? Jean-Donald de Clermont, vous aimez l'air... Oui, je n'aime ni les mots d'identité, ni les mots de valeur. Ah, mince. Parce que tout ça, ça sert le plus souvent à essayer d'enfermer. Oui, puis Philippe Lamberts disait que c'était un peu de rhétorique d'extrême droite. Mais bon, alors on ne dit pas les mots, mais les gens ils continuent à voter à droite maintenant. On fait quoi, là? Qu'il y ait des fondements des sociétés européennes sur les droits de l'homme, sur l'égalité homme-femme, sur la liberté d'expression, sur le respect de la diversité des religions. C'est absolument évident. C'est les valeurs dont vous parliez tout à l'heure. La question est de savoir ce que l'on en fait lorsque l'on est confronté à un monde contemporain de migration. Ok. Et là, j'aimerais simplement faire 30 secondes sur deux mots. 15 secondes par mot, alors. 15 secondes par mot. Il y a deux mots qui me semblent très importants. Le multiculturalisme, ça voudrait dire que toutes les cultures sont bonnes, qu'il y a tout mixer et faire un espèce... Juxtaposition ou un mélange? Voilà. C'est une espèce de mixte, de brouet, pour moi insupportable. Ok. L'autre mot, c'est celui du pluralisme, qui veut dire nous savons ce que nous sommes, nous savons d'où nous partons, mais nous accueillons l'autre comme quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose, à condition que cela se passe dans un dialogue respectueux l'un de l'autre. Et là, nous sommes en mesure de construire ensemble des sociétés qui ne seront pas celles d'hier, qui seront celles de demain, où chacun aura sa place, mais où ce que je suis, ce que j'ai apporté à travers mon histoire, mes cultures, etc., restera authentique et respecté. Philippe Lamberts. D'abord, si on parle du mot identité, quelle est mon identité à moi? Je suis un homme blanc, francophone, de Bruxelles, mais avec des racines en Flandre. Je suis un Européen, je suis chrétien. Enfin, tout ça fait partie de mon identité, mais ne me demandez jamais de choisir une partie de mon identité au détriment d'autres parties de mon identité. Et donc, là où on commence à rentrer dans les problèmes, c'est quand on force les gens de faire un choix entre une partie de leur identité. Oui, mais attends, tu es peut-être fils d'immigrés marocains de la 3e génération en Belgique. Mais bon, t'es belge ou t'es marocain? Tu es vraiment belge et donc... oui, mais c'est ça, c'est quand on oblige les gens à rentrer dans des boîtes qui permettent alors facilement de dire, ben, soit t'es dans la boîte, soit t'es en dehors. C'est nous ou c'est eux.
Et ça, c'est ce qui empêche en fait la vie en société. C'est pour ça que ce terme d'identité est profondément délétère. Les valeurs de l'Union européenne sont inscrites dans les traités. Et la première valeur qui est inscrite dans les traités, article 2, c'est la dignité humaine. On ne dit pas la dignité des hommes blancs, on dit la dignité humaine de tous les êtres humains, présents, à venir, d'ici et de là-bas. Autrement dit, ça, c'est la première valeur de l'Union européenne. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est conforme aux valeurs européennes de laisser les gens crever en Méditerranée? Je ne pense pas. Est-ce que c'est conforme aux valeurs européennes de pousser les gens dans la pauvreté, de maintenir les gens dans le chômage? Non, je ne pense pas que c'est conforme aux valeurs européennes. Et en effet, toute une série de politiques menées en Europe remettent en cause, enfin, sont antinomiques avec les valeurs professées par l'Union européenne. Mais est-ce qu'il faut défendre ces valeurs? Ah oui, absolument. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez. La devise de l'Union européenne, c'est l'unité dans la diversité. Ce n'est pas la fusion dans l'homogénéité. C'est l'unité dans la diversité, pas l'unité malgré la diversité. Donc, autrement dit, la diversité est une richesse. Nous sommes différents. Mais alors, à part quelques valeurs génériques et assez universelles, il n'y a pas beaucoup de modes de vie européens pour vous, Philippe Lambert, il y a justement qui différencient peut-être d'autres modes dans d'autres continents qui sont pas moins européen. Je suis européen, je n'ai jamais été en vacances en avion. D'autres Européens font un city trip en avion tous les 2 semaines. Je dis, c'est quoi le mode de vie européen? C'est le mien ou c'est le leur? Je dis, moi j'aime bien... je suis chrétien, d'autres Européens ne sont pas. C'est quoi le mode de vie européen? Il y a des modes de vie en Europe. Et je rappelle que, pris globalement, le mode de vie européen exigerait 4 planètes s'il était généralisé. Exactement. Donc, si on veut défendre le mode de vie européen ou le promouvoir, on est mal barré, les gars. Parce que on va rendre la planète inhabitable. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure ce que vous disiez, en disant, par exemple, vous avez pris l'exemple du jeune garçon, jeune fille qui est 3e génération, d'accord? Ses parents sont d'origine marocaine. Moi, je vois concrètement, moi, je sais que je suis venu en France en 83, je l'ai déjà dit. Mes enfants sont nés ici. Mes enfants sont nés ici. Ma femme, elle est d'origine togolaise aussi. Mes enfants sont nés ici, ils sont noirs, mais ils n'ont absolument rien à voir avec un Africain. Mais non. Absolument rien. Aujourd'hui, ça c'est très important. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je suis à Bachi, dans un petit village. C'est très long à expliquer, mais c'est pour ça que moi, c'est intéressant de le savoir. Ça fait le deuxième village de l'émission, mais on voilà, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez vu? C'était le Poitou, là, c'est Haute-France, je pense. Haute-France, voilà, à Bachi, Haute-France, juste à côté de Lille. Et pourquoi je vous dis ça? Mes 3 enfants, ils ont brillamment fait leurs études et tout. Et comme leur père. Fois, merci. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est là où la notion que vous disiez, c'est quoi être européen? Mes 3 enfants en question, je me répète, l'un il est ingénieur chez Google, le deuxième est anesthésiste et ma fille, le SCP, va bientôt à Chicago. Concrètement, vous les voyez, ils sont tous noirs. Alors vous les prenez automatiquement. Alors ce qui est intéressant quand même, un qui dit, tiens, est-ce que tu peux me parler un peu ta langue? Il demande à mon fils. Ouais. Mon fils. Okay. Mon fils ne sait aucun mot à part le français. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, c'est long à expliquer, mais alors du coup, c'est quoi? Un signe d'assimilation ou le terme choc peut-être? C'est là où ça ne... Ils ne sont plus des Africains? Mais non, ils sont français. Okay, le jour où on va comprendre que mes enfants sont français à 100%, et là, on va faire un grand pas dans l'évolution. Je vous assure, mes enfants n'ont rien à voir avec l'Afrique. Peut-être même que monsieur, j'oublie le nom, mais que j'aime beaucoup, connaissent même plus l'Afrique que mes enfants. Parce que c'est pas peut-être, c'est une réalité. Mes enfants sont partis 2 fois en Afrique. Alors Jean-Claude Carmon connaît bien l'Afrique, je pense, effectivement. Plus que mes enfants. Allez, à ma droite, peut-être. Il ne faudrait pas que se généralise ce que vous venez de dire. Parce que je pense que les migrants, à l'heure actuelle, dans notre société, ont un certain nombre... Encore une fois, j'ai dit que je n'aimais pas le mot valeur, je vais l'utiliser. On va l'utiliser quand même. Ont un certain nombre de valeurs que nous aurions tout intérêt, non pas à assimiler, nous, pas forcément, mais à entendre, parce que je ne crois pas que nos sociétés soient parfaites. Je crois qu'elles ont besoin de s'ouvrir à autre chose. Donc c'est enrichissant Non pas la globalisation comme le grand mixte, mais la globalisation... Le brouet, tout à l'heure. Le brouet, là. Pourtant, j'aime bien un certain nombre de brouets. Non pas la grande marmite où on met tout, mais effectivement, l'apprentissage de l'autre. Ce qu'il a à nous apporter. Regardez la place des femmes dans les sociétés africaines que je connais. Certains de mes amis disent l'Afrique s'est sauvée par les femmes. D'accord. Les femmes sont effectivement très Est-ce que le 21e siècle européen sera celui de l'égalité homme-femme?
Mais alors, est-ce que nos échanges, quand même, du coup, résistent à la réalité? Est-ce que dans la réalité, ce vivre ensemble, en s'enrichissant de nos différences, marche bien? J'ai cru comprendre, par exemple, dans les pays du Nord qui ont accueilli beaucoup de vagues migratoires ces derniers temps, finalement, les autochtones ou les indigènes, je ne sais pas comment on peut les appeler, ben, ils vivent plutôt dans les mêmes quartiers. Okay, et les vagues de migrants irakiens, afghans sont dans d'autres quartiers. Ça pose quelques soucis ces derniers temps, d'après les articles de presse que j'ai lus. Est-ce que nos beaux discours résistent à l'épreuve des faits? Est-ce que l'être humain apprécie tant que ça de s'enrichir de la différence de l'autre? C'est quand même, quoi. Il y a des exemples réussis et des Philippe exemples ratés. Il y a des oui, ça serait bien d'avoir une vue un peu plus moi, large. j'ai grandi à quelques kilomètres d'ici, à Anderlecht, dans un quartier de Bruxelles. Un quartier mixte. Tout à fait mixte. Un quartier autour des grandes gares, c'est souvent des lieux de passage. Ouais. C'est aussi des quartiers plutôt défavorisés économiquement. J'ai été à l'école. Alors à l'époque, c'était beaucoup les Italiens, les Espagnols, les Marocains. Aujourd'hui, c'est plus de gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Je vis dans un quartier qui n'est pas mon quartier de naissance, qui est à 1 kilomètre de là, mais qui reste un quartier tout à fait mixte. Je veux dire, on est tous confrontés aux mêmes nuisances. Je veux dire, oui, il y a le bruit des avions, oui, il y a parfois la saleté, mais ce n'est pas parce qu'on est dans un quartier mixte, c'est que dans les quartiers, il y a des gens qui ont le sens civique et d'autres qui n'ont pas. Aussi, mais la vie ensemble, elle est possible. Je veux dire, moi, je ne me sens pas menacé dans mon mode de vie à moi. Par le fait que je vis dans une commune, dans un quartier qui est mixte. Okay, et Bruxelles est devenue une ville. Bruxelles est devenue vraiment une ville cosmopolite, mais vous avez raison de dire aussi, dans Bruxelles, vous avez les quartiers où vivent les eurocrates, les gens qui travaillent dans cette bulle bruxelloise, et qui rarement viennent dans mon quartier, viennent s'établir. Il y en a, mais ils sont rares, qui viennent se mélanger. Vous êtes un peu une exception, Philippe Lamberts? Je pense, mais c'est un peu militant? Non. Non, mais je suis né ici. Ouais, vous êtes bruxellois, vraiment. Je suis né aussi. Okay. Je ne vais pas nier mes origines non plus, non? Voilà. Surtout pas. Non, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Mais c'est quand même intéressant de savoir que les deux existent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les deux existent. On a Journal de Clermont. Voilà, Journal de Clermont, c'est tout à fait, c'est important. Les deux existent à partir du moment où il y a. Ce n'est pas question d'intégration ou d'assimilation, parce que, juste comme vous, je n'aime pas ce mot, mais on a tout à fait cette possibilité de vivre vraiment en tant que d'origine africaine ou étrangère en France, entre guillemets, comme tout le monde. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir plutôt cette richesse de diversité où on construit tout ensemble, on vit ensemble, on réussit ensemble. Mais toujours, ça parlait de ce qu'on avait dit au départ, sans avoir peur de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose quand même qu'il faut qu'on puisse avoir les deux, c'est pas des deux discours, mais les deux cohabitent. Il y a des quartiers où ils sont dans la diversité, ça se passe très bien, et puis il y a des moments où ça se passe moins bien. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, deux réalités, Journal de Clermont, avant qu'on switch sur la partie 3. Vous avez raison de nous rappeler au réalisme. Ah oui. C'est ça qui nourrit, je pense, les votes à extrême droite aussi. Enfin, excusez-moi, messieurs, mais... on en parlera plus tard, si vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, c'est bien, on y va. Pardon. Il faut véritablement qu'il y ait, tant au plan national qu'au plan européen, une véritable volonté politique de faire en sorte que l'on construise ensemble. Exactement. Alors, l'Europe, moi, j'ai parfois des doutes. On est devenus tous anglophones avant d'être... allez, contester, c'est bien. Hors antenne, je vous laisse débattre. Voilà. Et au plan national, moi, je vois très bien, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, toutes nos associations pouvaient faire investir dans l'alphabétisation, la connaissance de la langue, la perceptibilité pour les migrants. Maintenant, c'est extrêmement difficile d'être soutenu dans ce domaine-là. Il n'y a plus cette volonté de construire ensemble. Et du coup, comme vous le disiez, finalement, on met les uns d'un côté, les autres de l'autre. Les vaches sont mieux gardées comme ça. C'est faux. C'est faux. Il faut véritablement que culturellement, il y ait un investissement fort qui permette la rencontre. Donc, ça suppose quand même que nous partagions un moyen de communication, et vous avez mentionné la langue. Enfin, je veux dire, pour faire société, il faut qu'on puisse se parler. Et pour pouvoir se parler, il faut qu'au moins on puisse partager une langue. Et donc ça, c'est une des conditions ce serait une des qui conditions, permet un socle de la vie en société. Okay. C'est évident. Il faut qu'on ait une langue commune. Cette langue ne doit pas être nécessairement l'anglais. Je veux dire, en Belgique, on a le français, on a le néerlandais, on a un peu l'allemand. Mais c'est sûr qu'il faut partager une langue pour faire société. Et je suis d'accord avec ceux qui disent, lorsque nous accueillons, il y a
il y a un certain nombre de choses qui sont absolument indispensables et l'une d'entre elles est d'apprendre la langue. Sinon, on reste entre gens qui parlent la même langue, forcément. Super. Merci pour la synthèse. Merci Cédric. Philippe, on le rappelle Ça, je peux pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes à Bruxelles, en direct sur 12 radios associées dans le cadre de la plateforme protestante des radios pour vivre un temps d'exception justement au plein cœur des studios du Parlement européen de Bruxelles. Un direct que vous retrouverez tout à l'heure d'ailleurs à partir de 13h et jusqu'à 15h, également sur Facebook pour les adeptes des réseaux sociaux, une retransmission Facebook Live que vous retrouvez sur les Facebook de toutes les radios participantes. Donc vous pouvez switcher de la FM vers Facebook. Également le Facebook de Regard Protestant, partenaire sur ce joli projet, et le Facebook de la Fédération protestante de France qui soutient ce beau projet. On se retrouve, Philippe Schwab, juste après ça. J'étais étranger, une production de la plateforme protestante des radios, en direct du Parlement européen à Bruxelles. Pour introduire la partie 3, qu'en dit la Bible? Tout de suite, un deuxième micro-trottoir, je crois toujours réalisé à Strasbourg, également par les radios Arc-en-Ciel et radios Iris. C'est parti. En tant que chrétien, nous... Est-ce que, d'après vous, la Bible, elle peut aider un croyant à avoir une position vis-à-vis des migrations? Au travers de l'ouverture qu'on a aux autres, j'imagine qu'effectivement, c'est en droite ligne d'une possibilité d'accueil. Bien sûr. Alors, il y a quand même un autre problème dans la Bible, c'est que quand on parlait de l'étranger dans la Bible, il était venu à pied. Il était étranger de pas loin. Aujourd'hui, il nous arrive de l'autre bout du monde avec des traditions différentes. Mais bien sûr, l'accueil de l'autre, la connaissance de l'autre, évidemment. Je sais pas du tout parce que j'ai jamais lu la Bible, donc je saurais pas dire, sachant que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il faudrait partir du principe que c'est un être humain qui est dans le besoin et que du coup le principe de la Bible c'est d'aider son prochain et du coup un croyant devrait peut-être être plus ouvert par rapport à ça. Est-ce que la Bible peut aider un croyant à avoir une position? Oui, parce que c'est un guide spirituel, donc oui, aime ton prochain, j'imagine. Après, moi je suis agnostique, donc je me sens pas concernée, mais pourquoi pas, oui. Alors moi je suis protestant. Je me souviens, la Bible, elle envoie aucun message de haine à propos de qui que ce soit. Sur l'accueil de l'étranger, est-ce qu'il y a des principes pour un croyant qui lirait régulièrement ou occasionnellement la Bible? Est-ce qu'il y a des principes pour aider à se faire son opinion sur le thème de notre plateau, donc identité et migration? Est-ce que, en lisant la Bible, l'un et l'autre peuvent tenir éventuellement deux positions potentiellement contradictoires? Peut-être pour démarrer, Jean-Arnold de Clermont, pasteur de son État. De son État. Jean-Arnold de Clermont. Moi, je pense que c'est une grande erreur de vouloir tracer des principes définitif pour aujourd'hui à partir du texte biblique. Ou plutôt, la grande erreur, c'est d'oublier que la Bible, elle est née dans des contextes extrêmement différents, et particulièrement sur la question de l'étranger. Il y a dans l'Ancien Testament, qui est très souvent cité, deux positions totalement antinomiques. Ah, intéressant. Vous avez, tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Voilà. Bon, soit dit en passant, l'étranger à ce moment-là, il est dans la même catégorie que la femme, les enfants. La femme, les enfants, l'étranger. Et du coup, s'il est esclave, il reste esclave. On n'est pas dans le 21e siècle des droits de l'homme, etc. Mais il n'empêche, tu le traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Un principe, alors qu'on rappelle constamment que les chrétiens utilisent abondamment lorsqu'ils discutent avec d'autres. Et donc l'autre principe contradictoire, alors ? Et puis l'autre principe contradictoire, vous avez ça à l'époque d'Esdras Néhémie, au moment où on revient de l'exil, où on reconstruit une nation, où on veut être identitaire au maximum. Et alors là, surtout, aucun mélange. Il faut chasser tous les mélanges possibles avec l'étranger. Ok. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors vous avez parlé de l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a d'autres principes ouf. Ça y est, on va sortir de l'Ancien Testament, on va rentrer dans le Nouveau. Nouveau Testament, tout à fait. Dans le Nouveau, alors on a quelques textes. Jésus qui accepte très volontiers de discuter avec la Samaritaine. Il casse les codes, Jésus, en termes d'accueil, ça on est d'accord. Même un non-chrétien reconnaît ça. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est qu'en fait, on n'est plus du tout dans le même domaine.
on est dans le domaine de l'irruption du règne de Dieu qui n'a pas de frontières. Alors, où est l'étranger là-dedans? Du coup... Vous seriez un no-border, Jean-Arnold de Clermont? Ah oui, oui, oui. D'accord, bon, ben voilà. Oui, oui. Sur le plan spirituel, no border, comme vous dites, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais enfin bon. Sans frontières. Voilà, sans frontières. Le monde est universel. Mais par contre, je reprendrai deux notions. Et ensuite, je vous laisse réagir, monsieur. Et ça leur donnera matière à... Bien évidemment, la question de l'hospitalité. Tout à l'heure, à la dernière table ronde, Claire Bernol terminait sur une citation de l'Épître aux Hébreux en disant qui sait si lorsque tu reçois un étranger chez toi, vous accueillez des anges. Tu n'accueilles pas un ange, un ange de Dieu. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais il faut prendre ça avec toutes les conséquences que ça veut dire. Bien sûr. Ange, ça veut dire envoyé. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui, au nom de Dieu, va te dire ce qu'est l'étranger. Souvent, un être qui a eu une vie extrêmement difficile, qui vit dans la souffrance, qui est en marge d'être exclu. Oui, alors si tu l'accueilles comme un ange de Dieu, tu vas accueillir à travers lui la souffrance du monde, la compréhension du monde contemporain, la compréhension de la dimension de ce que sont les migrations dans le monde contemporain, d'ailleurs qui ne touche pas tellement l'Europe, qui touche beaucoup plus l'Afrique. Hein. 80% des migrants africains sont intra-africains. Exactement. Donc voilà. Important, ça. Et puis la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est effectivement celle de l'hospitalité. Ouais. S'il est un ange de Dieu, ou s'il peut être un ange de Dieu, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. On saura un jour, peut-être. Mais ouais. Il est une personne que je reçois comme je me reçois moi-même. Exactement. Ouais. Et avant d'être un migrant, avant d'être un demandeur d'asile, avant d'être un pauvre, c'est une personne humaine que je reçois comme je me reçois moi-même. Et là, ensuite, la Bible ne donne aucune indication sur la politique de l'Union européenne vis-à-vis des migrants, tout à fait d'accord sur la avec politique de la France vis-à-vis des migrants. C'est aux politiques de construire. Alors, avec leur mode... Je pense que dans la Bible, le salut est universel, mais Jésus n'a pas de discours politique sur la manière dont on doit intégrer nos différences. Bon, ça, c'est une opinion personnelle. Mais par contre, le chrétien a à avoir cette parole prophétique. Qui que vous soyez, vous migrants, vous êtes une personne humaine que je reçois comme un autre moi-même. La dignité. Et deux, vous représentez pour moi tout ce que le monde représente aujourd'hui de complexité, de dialogue, de risque, de crainte, de souffrance, et je dois le recevoir comme tel. Oui, vous voilà êtes la Bible pour moi. On a un petit moment d'échange en antenne. Moi, personnellement, vous avez tellement bien exprimé les choses que là, on est en train de parler de chrétien. Un chrétien, quelqu'un né de nouveau, qui accepte Christ comme son sauveur. C'est-à-dire, très concrètement... Je ne sais pas si je suis allé aussi loin. Non, mais c'est ça. Alors, lorsqu'on définit... message biblique, oui. Voilà, exactement. Et c'est là où, sans parler de l'Ancien Testament, vous l'avez bien dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans le Nouveau Testament, c'est très clair. Ni grec, ni juif, ni esclave, nous sommes tous frères et sœurs dans le corps de Christ. Et là, vous l'avez tellement dit, et là, c'est là où ça devient très très fort. Est-ce que j'accepte l'autre vraiment comme je m'accepte moi-même, sans vous répéter? Et c'est la force du chrétien. Et ce n'est pas évident, tout le temps qu'on a passé tout à l'heure, on s'est adressé aux non-chrétiens. Mais lorsqu'on s'adresse aux chrétiens, normalement, on doit tous accepter l'autre comme je m'accepte moi-même. Et Jésus est très très clair là-dessus. Tu accepteras l'étranger comme toi-même. Tu lui donneras le pauvre. Mais ça, c'est vraiment fort. Ceci dit, nous restons humains, d'accord? Ouais. On n'arrivera peut-être jamais à ce parfait, à cet idéal, mais nous devons tous, en tant que chrétiens, aspirer au moins à cela. Et ça, je pense que c'est important. J'avais un jour un échange en plénière avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est peut-être celui qui, de la manière la plus explicite, considère que ériger des barrières, repousser les migrants est un impératif pour qui veut défendre une Europe chrétienne. Il le présente comme ça. Il l'assume apparemment. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai beau lire l'Évangile dans tous les sens, je ne vois nulle part une référence
qui me conduisent à dire « tu protégeras les terres chrétiennes en érigeant des murs et en s'assurant que les barbares ne rentrent pas sur notre territoire ». Et donc, désolé, c'est intenable, c'est une position intenable. Si on se réclame de la défense du message du Christ, en fait, ce que ce message nous commande, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir, puisque précisément, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et donc tu dois traiter tu dois traiter l'étranger comme toi-même, comme une personne de valeur égale à toi-même. Et donc, fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fît. Et donc vous êtes face à des migrants qui fuient la persécution, qui fuient le changement climatique, qui fuient l'exploitation, qui fuient l'esclavage. La réaction normale du chrétien, ce que nous commande l'Évangile, c'est d'accueillir, c'est pas de rejeter. D'accord. C'est d'autant plus de la Bible. Oui, c'est le débat entre Frontex, on va dire. Jean-Randolph de Clermont. Frontex est donc ce dispositif européen. Alors, moi, je caricature un peu, chargé de protéger nos frontières lointaines contre toute immigration intempestive, au point même que des milliers de personnes se sont noyées dans la Méditerranée parce qu'on n'est pas venu à leur secours. Ouais. Et je dis Frontex d'un côté, qui mérite donc d'être bousculé, discuté, même s'il faut qu'il y ait une politique européenne de l'immigration, et de l'autre, l'Église protestante d'Allemagne, qui vient de faire un appel pour lancer un bateau au nom des protestants allemands pour recueillir dans la Méditerranée. Alors, il y a eux et d'autres. Mais messieurs, voilà, j'ai quand même l'impression que vous êtes plus sur le côté de l'amour-charité dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et j'entends peu parler chez vous d'éventuellement de devoir aussi, d'un amour ferme, viril, qui sait aussi ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. Lorsque nous avons une même religion, il y a peut-être une communauté, une universalité. Lorsque nous avons une religion différente, il y a quand même un choc aujourd'hui, de culture et de religion, qui fait que ce n'est pas forcément évident d'accueillir uniquement avec de la charité. Mais vous avez parfaitement raison. Je me fais le porte-parole de personnes qui disent mais c'est bien bon, mais qui vous dit que l'accueil est inconditionnel et sans devoir? Vous m'avez pas entendu dire ça. C'est un étranger, on doit l'accueillir parce que c'est charité chrétienne. Accueillir. Basta. Il n'y a pas de droit et de devoir. Non, je n'ai pas dit basta. Simplement, on ne peut pas tout dire, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout dit qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Autrement dit, une des questions qui, me semble-t-il, est la plus difficile avec le monde musulman, c'est la question de la séparation de la religion et de l'État. Et ça, pour moi, c'est non négociable. Donc ça, c'est une des valeurs. C'est non négociable. Ça fait partie des valeurs de l'Union européenne. Chez nous, les décisions qui contraignent la vie en communauté se traduisent par des lois. Ces lois sont adoptées et écrites à un seul endroit, c'est dans le cadre des institutions démocratiques. Je peux être chrétien et député européen, mais ce n'est pas le pape François qui dicte la conduite des Européens. D'accord ? Autrement dit, c'est, si vous voulez, la séparation de deux registres. La loi, elle contraint, la loi oblige, la loi, elle s'élabore dans les institutions démocratiques. Mes convictions religieuses, ma foi, elles m'inspirent. Ce n'est pas la même chose. Et donc l'inspiration et l'obligation sont deux registres différents. Et donc, nous avons des députés européens qui sont musulmans, je suis sûr que leur foi les inspire. Mais il n'est pas question que le Coran soit la loi européenne. La loi européenne, elle s'élabore à un endroit, c'est dans le cadre des institutions européennes, Commission, Parlement et Conseil, et dans le cadre de procédures démocratiques. Nos démocraties ne sont pas parfaites, mais en tout cas, la séparation entre les deux, pour moi, est non négociable. Ok, Jean-Randolph de Clermont, puis ensuite peut-être Sylvie Gaïbord. Non, mais puisqu'on est dans le domaine biblique, c'est le roi et le prophète. Le roi a autorité sur le gouvernement des États. Et même le chrétien, le plus inspiré soit-il, doit se soumettre aux lois de son pays. Mais il a un rôle, entre guillemets, prophétique, j'utilise le mot, c'est-à-dire de rappeler aux politiques un certain nombre de dimensions de la foi chrétienne, ou même de la foi juive, ou même de l'islam, dans la mesure où il est une des religions présentes sur notre territoire, ou du bouddhisme, et de dialoguer avec les autorités pour que, au cœur de tout cela, la personne humaine soit respectée.
La notion de droit et devoir est valable aussi bien pour l'étranger, puisque c'est de là où vous avez réagi, vous avez bien raison. Oui, oui, oui. Le droit et le devoir, ça va de soi. Donc, vous l'avez très bien dit, il est hors de question de parler que de droit. En tant que devoir, mais c'est vrai, chaque individu qui rentre dans la société pour vivre ensemble a aussi des devoirs, des exigences, telles que vous venez de l'exprimer. Je pense que c'est assez important pour qu'on puisse se réaliser que oui, par ma foi, j'ai des aspirations, j'ai des convictions, mais cela doit me permettre de pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est le respect mutuellement l'un et l'autre. Le fait de vivre ensemble, ça donne à la fois droit et devoir. Je pense que c'est tout à fait normal. Ok, d'autres réactions sur ce que peut nous... Du coup, l'Ancien Testament, messieurs, vous dites ça, c'était dans une époque, c'était contextualisé, il n'y a plus aucune... Parce que moi, je trouve aussi une certaine... l'étranger était intégré, mais il devait suivre les coutumes du peuple dans lequel il est. Donc ça, vous me voyez venir, là, je suis en train d'aborder le côté jusqu'où il y a une intégration, une assimilation, c'est-à-dire eux, ils s'adaptent, nous, on reste ouverts. Je ne sais pas, est-ce que l'Ancien Testament, on bazarde? Mais bien sûr que non. Non, on écoute... Mais on se souvient en permanence que l'Ancien Testament est né dans un contexte et nous appelle à tenir compte du contexte dans lequel nous vivons. Et le contexte dans lequel nous vivons, c'est un monde globalisé qui n'a rien à voir avec le monde de l'Ancien Testament. Mais il n'empêche que tu accueilleras l'étranger comme l'un des tiens. Moi, je reçois ça comme une parole biblique. Et en même temps, ce que je découvre dans Esdras et Néhémie, je le prends comme un avertissement sur ce que peut être ma propre société aujourd'hui dans ses difficultés de construction. Alors, messieurs, une dernière peut-être question avant qu'on clôture. Du coup, avec ces principes bibliques, pourquoi faut-il quand même, enfin s'il faut, mais si je crois que tout le monde est d'accord, une politique migratoire, en tout cas au niveau européen. Bien sûr. Puisqu'il y a un des chantiers, je crois, c'est le pacte migratoire. Il me semble. Donc, est-ce que les principes bibliques ne suffiraient pas à faire une politique? Non. Non. Ok. Bien sûr, c'est notre dernière question, messieurs. Je veux dire, nous n'avons pas de démocratie mondiale. Donc, il n'y a pas une démocratie mondiale. Donc, cela veut dire que nous avons sur la planète une minorité de régimes démocratiques, une majorité de régimes non démocratiques, et entre eux, il y a ce qu'on appelle des frontières. Les frontières déterminent l'espace géographique dans lequel une juridiction s'applique. Les lois de l'Union européenne s'appliquent sur le territoire de l'Union européenne. En dehors du territoire de l'Union européenne, ce sont d'autres lois qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas. Et donc, si vous voulez que les frontières aient un sens, donc si vous voulez ne pas dissoudre votre propre pouvoir démocratique, il faut que la frontière définisse un dedans et un dehors. Ce qui ne veut pas dire que la frontière doit être imperméable aux personnes, aux capitaux, aux services, aux biens. Simplement, traverser une frontière doit se faire à des conditions qui sont établies démocratiquement. Traverser des frontières pour des biens, pour du capital, mais aussi pour des personnes. Et donc, il y a des choses qui sont du ressort du droit international, en particulier la Convention de Genève sur le droit d'asile, qui nous impose des obligations, puisque tous les États de l'Union européenne ont souscrit à cette convention. Et ça, c'est notamment l'obligation du non-refoulement. On ne peut pas refouler quelqu'un qui frappe à notre porte pour demander l'asile. Par contre, tout le monde n'est pas éligible au droit d'asile. Et ceux qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, on doit pouvoir décider des conditions auxquelles ils peuvent traverser la frontière du dehors vers le dedans de l'Union européenne. Et ça, c'est une condition de l'exercice de la souveraineté démocratique. Et donc, je ne vois pas de problème à cela, sauf qu'aujourd'hui, tout le débat sur migration, en fait, est construit dans une seule optique, comment faire de l'Europe une forteresse impénétrable. Et ça ne va pas. Une frontière, ça doit pouvoir se traverser. Simplement, il faut en fixer les conditions. Aujourd'hui, en Europe, c'est comment tenir ces gens à distance. Très bien. Je rappelle que nous sommes sur la question de fin, donc une courte intervention du journal de Clermont, Sitou Gaëbor, et ensuite on se quitte. En 15 secondes et avec 3 heures d'émission. Il a toujours respecté son timing annoncé, donc je lui fais confiance. Avec 3 heures d'émission derrière, si vous pouvez. Il ne faut pas que les chrétiens prétendent à une théocratie. C'est épouvantable. Tout à fait. Et la forme la plus désagréable à l'heure actuelle dans nos démocraties de cette prétention, c'est les partis qui se disent chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chrétiens dans les partis, mais prétendre être un parti chrétien, c'est vouloir accaparer la Bible, le christianisme, comme étant un mode de gouvernement. Ça ne peut pas l'être. C'est un mode d'inspiration des hommes, des femmes. Ça doit rester là. Comme il reste quelques secondes pour moi, Sitou Gaëbor. Sincèrement, on n'a pas le temps de débattre ça, c'est clair.
quelle que soit la frontière qu'on met, quel que soit le plan de frontière qu'on met, on a oublié un gros sujet, c'est il faut un plan Marshall économique pour les pays africains. Si les pays africains sont économiquement développés, on va résoudre vraiment, tout simplement, le problème de migration. C'est ce message très très fort mais que je veux finir, moi, mon Excellente transition, parce que nous aurons deux autres plateaux. Je vais laisser la parole à Cédric. Messieurs, un grand merci pour vos éclairages, et notamment sur la dernière question. Et j'ai bien aimé vos côtés sérieux et à la fois un petit peu impertinents. Un grand merci pour le respect des règles du jeu. Bravo, messieurs. Cédric. Oui, et on continuera cette aventure, cette belle aventure qui a lieu en direct depuis le Parlement européen de Bruxelles. Rendez-vous à 13h sur toutes les radios participantes et jusqu'à 15h. On se quitte en musique et donc on se dit rendez-vous tout à l'heure. Early in the morning, gonna need a man. Wants a truck unloaded for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank.